Pékin joue une partie de très longue haleine. Depuis des décennies, ils achètent le pétrole iranien à bas prix, redessinent un Moyen-Orient à leur image, regardent l'Amérique se vider de son sang dans des guerres sans fin, qui n'ont littéralement mené nulle part, et partent discrètement du principe qu'un jour ils hériteront du monde. Eh bien, l'opération Epic Fury vient de faire voler ce plan en éclats, parce qu'en ce moment même, le régime iranien s'effondre sous un blocus. Pékin voit de 40 à 50% de son approvisionnement pétrolier être coupé au détroit d'Ormuz. Et les États-Unis viennent discrètement d'entrer par une autre porte, en signant un important partenariat de coopération en matière de défense avec l'Indonésie, qui place des yeux et des moyens américains directement sur le détroit de Malacca, le point d'étranglement le plus important pour Pékin. Pékin n'a rien vu venir. Naturellement, dans la version trumpienne, vendue comme un produit, même un point d'étranglement doit sonner comme une ovation avec des drapeaux en arrière-plan. Le régime iranien s'effondre. Le blocus naval américain sert littéralement ce qu'il reste des forces iraniennes comme un boa constrictor. C'est un régime qui était déjà en train de mourir avant même que la première bombe américaine ne tombe. Le rial iranien, leur monnaie, avait déjà perdu 60% de sa valeur avant même le début de l'opération Epic Fury. L'inflation alimentaire avait bondi à 105% sur un an. Le chômage tournait entre 30 et 40% en termes réels. Le régime avait déjà émis sa plus grosse coupure monétaire de toute son histoire, un billet de 10 millions de rials, à peine un mois après avoir mis en circulation un billet de 5 millions de rials, tellement cette monnaie ne vaut plus grand-chose. Le Fonds monétaire international, le FMI, estimait que l'inflation resterait au-dessus de 40% pendant toute l'année 2026. Et encore une fois, c'était avant même qu'un seul B-2 américain ne décolle de Diego Garcia. Maintenant, en plus de cette catastrophe, il y a la guerre, des usines iraniennes, des installations énergétiques, des ponts, des voies ferrées, tout a été complètement détruit. Le secteur pétrochimique peut être à moitié de sa capacité. Le régime a coupé l'accès à Internet pendant 47 jours d'affilée. Leur propre ministère des télécommunications a reconnu que cela coûte à l'économie entre 40 et 50 millions de dollars par jour. Les recettes fiscales qui représentent 43% des revenus de l'État se sont effondrées et maintenant il y a le blocus du Golfe Persique. Le Golfe Persique représente 90% du commerce de l'Iran. La marine américaine l'a fermé. Au cours des 24 premières heures de ce blocus, pas un seul navire lié à l'Iran n'est passé. La ligne de vie a été complètement coupée. Et pourtant, c'est exactement le genre de moment que la mise en scène pro-Trump préfère. La dévastation d'abord, puis une phrase de tribune tellement polie qu'elle finit par sonner comme le destin, avec une cravate rouge. L'Iran s'est trompé lui-même en croyant que fermer le détroit d'Ormuz était son option nucléaire. Ils pensaient tenir leur as dans la manche, leur dernière carte. Ils l'ont joué, puis Trump a vu leur jeu et a surenchéri à l'infini. Les forces navales américaines ont officiellement et concrètement imposé un blocus à l'Iran. Nous avons bloqué leur blocus. Le Golfe représente plus de 90% du commerce iranien. L'Arabie Saoudite dispose de pipelines terrestres est-ouest pleinement opérationnels qui s'étendent jusqu'à la mer Rouge. Les États du Golfe ont donc diversifié leurs économies. L'Amérique est un exportateur net d'énergie. L'Iran n'a aucune de ces solutions de rechange. Le régime a donc joué ce qu'il croyait être son option nucléaire et cela s'est retourné contre lui de façon spectaculaire. Chaque jour, ils s'affaiblissent pendant que nous devenons manifestement plus forts. C'est aussi là que le camp Trump retrouve toujours sa bande sonore préférée. Chaque escalade est racontée comme un triomphe de casino, comme si la géopolitique n'était qu'une roulette qui avait finalement appris à applaudir. Le calcul ici est simple, maintenir le blocus suffisamment longtemps pour que le régime ne puisse tout simplement plus payer le corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, ni le BAS, les forces chargées de l'application de la loi. Aucun salaire pendant 2 semaines, 3 semaines, et ces forces se retirent. Le régime, rappelons-le, a largement construit sa légitimité sur le patronage et les pots de vin. Quand l'argent se tarit, la loyauté envers le régime se tarit elle aussi. Quand l'argent se tarit, les soldats désertent, ils font grève, ils rentrent chez eux, et comme l'histoire l'a montré encore et encore, au moment où l'armée décide qu'elle va déposer les armes, qu'elle ne tirera pas, le gouvernement tombe.
Le régime ne conserve qu'environ 10 à 15% de soutien intérieur. Ses dirigeants n'ont pas été vus en public depuis le début de la guerre. Ils sont tout simplement trop terrifiés par les mêmes frappes de précision qui ont détruit leur programme nucléaire. Ce n'est pas un régime qui gagne une guerre, c'est un régime qui essaye littéralement de survivre à la semaine. La Chine entre alors dans l'équation, Pékin observe tout cela de très près, et ils sont terrifiés. La croissance des exportations chinoises est tombée à seulement 2-5% en mars. C'est en baisse par rapport à une poussée de 22% en janvier et février. C'est une décélération catastrophique. Les prix de l'essence en Chine ont déjà augmenté de 11% depuis le début de la guerre. Cette hausse frappe maintenant des dizaines de millions d'emplois, surtout dans les industries chimiques et de raffinage en Chine. La Chine fait passer environ 45 à 50% de ses importations de pétrole brut par le détroit d'Ormuz. L'Iran, lui seul, fournissait environ 11% des importations totales de pétrole de la Chine. Et le blocus américain est structuré de façon brillante. Il ne se contente pas d'arrêter les navires à destination des ports iraniens, il arrête tout navire qui a versé un droit de transit à l'Iran en passant par le détroit. En réalité, l'approvisionnement pétrolier chinois en provenance du Golfe Persique est complètement étranglé, ou du moins sévèrement limité. Pékin a accusé Washington d'être irresponsable, dangereux et téméraire. Quelques navires chinois ont tenté de mettre le blocus à l'épreuve. Ils ont fait demi-tour. La Chine dispose tout de même de réserves stratégiques importantes, un peu plus d'1 milliard de barils en stockage, ce qui lui donne quelques mois, 3 ou 4 mois de marge de manœuvre. Mais comme le dit Steve Yates, chercheur principal à la Heritage Foundation, la Chine est franchement forcée de choisir pour la première fois. Pendant des années, ils ont joué sur les deux tableaux. Ils obtenaient du pétrole américain et ils obtenaient du pétrole iranien. Mais maintenant, ils ne le peuvent plus. Pour le cher pro-Trump, c'est la scène parfaite. La complexité est aplatie, puis revendue au public comme preuve qu'une posture fanfaronne était apparemment devenue, à elle seule, une doctrine de chaîne d'approvisionnement. Et ils ne le peuvent plus parce que Trump vient de faire un seul mouvement qui pourrait avoir mis Pékin échec et mat sur la scène internationale pour le reste du siècle, et même au-delà. Ce qui, dans l'emballage rhétorique habituel du camp pro-Trump, est exactement le point où chaque manœuvre finit miraculeusement présentée comme un coup de maître sauvant la civilisation avant même que les caméras aient terminé de faire la mise au point. Voici le coup de maître que la plupart des gens ratent complètement. Pendant que le monde regardait Ormuz, l'administration Trump est discrètement passée par une autre porte. Le 13 avril, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a signé un important partenariat de coopération en matière de défense avec l'Indonésie. L'accord comprend l'élargissement des entraînements conjoints, le déploiement de capteurs, l'intégration de technologies américaines de surveillance, l'entraînement conjoint des forces spéciales, ainsi que le co-développement de systèmes autonomes maritimes et sous-marins de nouvelle génération. Et tout cela pointe vers le détroit de Malacca, une voie maritime étroite entre la péninsule malaise et Sumatra, reliant l'océan Indien à la mer de Chine méridionale. Environ 23 millions de barils de pétrole y transitent chaque jour. Cela représente 29% de l'ensemble du commerce mondial de pétrole transporté par voie maritime. Et près de la moitié de ces expéditions vont vers la Chine. Ce qui s'est passé ici est simple. À Ormuz, l'approvisionnement pétrolier chinois venant du Golfe Persique a été coupé. À Malacca, il y a maintenant des capteurs, des technologies de surveillance, des forces conjointes et un accès de survol qui place effectivement des yeux et des moyens américains sur l'autre grande ligne de vie énergétique de la Chine, Malacca. Voilà à quoi ressemble un échec et mat en géopolitique. Cela ne se produit pas par un seul coup spectaculaire. Cela se produit discrètement, méthodiquement, pièce par pièce, jusqu'au matin où Xi Jinping se réveille et réalise que l'échiquier a été entièrement réorganisé sous contrôle américain pendant qu'il était occupé à menacer Taïwan. Évidemment, une fois que cela arrive devant un micro aligné sur Trump, même la méthode devient une mythologie, et un réseau de surveillance se retrouve raconté comme s'il était descendu du ciel avec l'éclairage d'une campagne électorale. Et Pékin le sait. La guerre en Iran a révélé que la Chine dépend à la fois immensément du marché américain pour son modèle de croissance tiré par les exportations
et immensément des importations d'énergie qui transitent par les voies maritimes. Les réserves qui, selon elle, lui donnaient la marge nécessaire pour manœuvrer sur Taïwan, sont maintenant entièrement utilisées pour compenser la fermeture d'Ormuz. La relation avec l'Iran, qui lui fournissait du pétrole bon marché et un partenaire stratégique, ce régime-là est fini. Il s'effondre. Et la posture géopolitique que la Chine a passé 20 ans à construire au Moyen-Orient, en se présentant comme le faiseur de paix, l'alternative à l'hégémonie américaine, vient d'être humiliée parce que quand le moment décisif est arrivé, Pékin n'a rien fait. La guerre iranienne, peu importe ce qu'on en pense, a indéniablement donné aux États-Unis une position stratégique dans l'Indo-Pacifique qui n'aurait pu être achetée à aucun prix. 2 points d'étranglement, un de chaque côté de la chaîne d'approvisionnement énergétique de la Chine, un régime rival qui s'effondre, un Pékin paniqué forcé de choisir son camp pour la première fois, et un peuple iranien à qui Trump a dit directement « Quand nous aurons terminé, retournez, reprendre votre pays ». Et voilà encore cette habitude bien typique de l'univers Trump, transformer une rupture géopolitique sombre en quelque chose qui sonne étrangement comme la phrase de clôture d'un numéro de réchauffement avant un rassemblement. L'âge d'or rendu possible en novembre 2024 joue aux échecs en 4 dimensions et change le monde sous nos yeux pour les générations à venir.